Salutations et bienvenue à vous. Aujourd'hui, je vais faire un petit top 20 de mes créatures de Donjons et Dragons favorites. Vous le savez sans doute, je suis un grand fan de l'univers de Donjons et Dragons et j'ai pioché mes inspirations dans ces livres. Et encore ceux qui sont à côté aussi. Petite précision, il n'y aura pas de dragons. Les dragons, je garde ça pour un prochain épisode exprès, justement, pour vous faire un top 20 de mes dragons favoris. Comment ça va se passer? C'est très simple. 5 créatures classiques, 5 créatures peu communes, 5 du multivers et 5 créatures uniques. Tout simplement. Pour faire un peu de diversité, parce que j'aurais pu vous parler de toutes les créatures classiques. Bon, et voilà. Et surtout, je vais essayer de vous donner des pistes pour pouvoir les intégrer de façon originale à votre campagne. Pour avoir des campagnes un peu plus atypiques que la normale. Bien. On va tout de suite commencer par le e-bourse. Le e-bourse. Ah. Le e-bourse, j'en ai parlé dans la vidéo de Lego. C'est une créature qui est parfaite pour un tout début. Parce que c'est un animal. C'est con à dire, mais c'est un animal. C'est pas le grand monstre qui terrorise le village. Il peut, mais dans ce cas, peut-être que le village a aussi fait des bêtises. Parce qu'en fait, un e-bourse, d'ailleurs, représentation dans son film, qui était très très belle, très bien réalisée. Et ça va me permettre aussi de remonter un truc juste après. Le e-bourse n'attaque pas pour rien, parce que le e-bourse, on est sur son territoire, on s'en est pris à ses petits, etc. Et surtout, ça peut être des combats qui peuvent être réglés pacifiquement. Et c'est un bon moyen de tester votre groupe. Parce que mettez-le en e-bourse s'il pense que c'est juste un sac à XP et qu'il faut le buter. Bon, la campagne risque d'être très terre à terre, j'ai envie de dire. Et surtout, un e-bourse, c'est un mélange entre un hibou et un ours. L'ours qui est l'animal, le prédateur terrestre le plus puissant, l'un des plus puissants, et le hibou, c'est l'un des prédateurs aériens avec la meilleure ouïe, la meilleure vue. Bref, combiner les deux, c'est juste parfait, il connaît son territoire, et surtout vous pouvez les mélanger. Comme je disais tout à l'heure, dans le film, ils nous ont fait une Harfang des Neiges et un ours polaire. Là, faites pareil. Je vous ai mis des illustrations. Mélangez-les, ça peut être incroyable. Ensuite, nous aurons... Non, pas les gobelins. Vous les connaissez. Par contre, vous connaissez peut-être pas leur dieu, Magloubliette. Magloubliette, c'est le dieu unique des gobelins, sauf que avant lui, il y avait plein d'autres dieux, dont un dieu qui était un dieu farceur. Donc je vais vous parler du coup du Nilbog. Nilbog, c'est gobelin à l'envers, parce que les Nilbog, voilà, sont en réalité... Le Nilbog désigne l'esprit de ce dieu farceur et le gobelin possédé. Tout simplement. Et ce qui est du coup intéressant, comme chef de gobelin, c'est que le Nilbog, il a accepté des autres gobelins. Mais attention, si on le tue, l'esprit va dans le corps du gobelin le plus proche. Et c'est ça qui est pratique. Et surtout, il empêche ses ennemis de l'attaquer. C'est un gobelin qui est intéressant. Donc je vous le conseille. Ensuite, nous allons parler en créature du multivers. Ce sera les dinosaures. Non. Oui, les dinosaures existent dans le monde de Donjons et Dragons. Bon, jusque-là, rien de bien spécifique. Ou rien de bien folichon. En revanche, il existe la version géante de ces dinosaures. Donc nous avons ces quatre là, donc je vais vous les présenter. Nous avons le Ceratops. Voilà. Juste sa corne fait la taille d'un géant. Voilà, juste pour vous dire ça, sa petite corne unique là, elle fait la taille d'un géant. Il a une armure extrêmement résistante, il fait 60 mètres de long. De toute façon, la taille, vous allez très vite comprendre pourquoi c'est des dinosaures géants. Ensuite, nous avons l'Atylosaure. Voilà, l'Atylosaure, littéralement, oui, son cou est aussi haut que des nuages se forment au-dessus de son cou. Sans oublier que sa queue crée des canyons derrière lui. Ensuite, nous avons l'Aérosaure.
il est juste magistral, hein, l'aérosaure. 60 mètres d'envergure, etc. Et aussi, vous l'aurez remarqué, ils ont tous des flux énergétiques. Parce qu'en fait, ils ont été créés à l'époque par le dieu des géants. Comme animal de compagnie pour ses enfants. Oui, les créatures de 60 mètres étaient des animaux de compagnie pour ses enfants. Et du coup, lui, l'aérosaure, quand il bat des ailes, ça fait du bruit d'éclair. Voilà. L'ankylosaure, c'est de la lave. C'est de l'énergie. Bref, c'est de l'énergie. Voilà. C'est vraiment de l'énergie pure, de la magie primitive. Voilà. La magie primitive. Et ensuite, nous avons le Réginosaure. Voilà. Et il peut bouffer un géant d'un seul coup. Pourquoi? Parce qu'en fait, voilà leur taille. Voilà. Et non, ça c'est un géant de 8 mètres. Voilà, juste pour... Voilà, ça c'est un géant de 8 mètres de haut. Vous en mettez deux. Voilà, tout simplement. Non mais... Voilà, c'est pas une vanne. C'est... Voilà. Et ça, je crois, ça c'est censé être un humain. Voilà, donc pour vous dire. Ça c'est vous. Ça c'est un géant de 8 mètres. Ça c'est l'aérosaure, le plus petit des 4. Bon. Place au suivant. Le blob d'annihilation. Ah, le blob d'annihilation. Alors, je vais devoir faire bref parce que le blob d'annihilation. Alors, c'est. Alors, oui, il y a des blobs qu'on appelle des vases. Lui, il est un peu particulier par contre. Parce que. Voilà, il est gigantesque. C'est un titan. Et non, c'est pas son visage, c'est le crâne d'un dieu mort. Oui, le blob d'annihilation vit habituellement dans le foil espace. C'est un plan à l'extérieur, bref. Il vit, c'est même pas l'espace, c'est le foil espace, c'est un plan transitif, bref. C'est très compliqué les plans, je vais vous perdre si je commence à parler là-dedans. Dites-vous qu'il est mis dans un endroit où ni eau, ni air, ni nourriture, ni rien. C'est l'endroit où vont les dieux pour mourir. Voilà, le foil d'espace, c'est l'endroit où vont les dieux pour mourir. Tout simplement. Sauf qu'il peut se faire invoquer magiquement. Bon. Mauvaise idée. Voilà. Là, le village, il n'y en aura plus. Ensuite, repartons un peu plus sur du classique. Les méphites. Les méphites, qu'est-ce que c'est? Ce sont des créatures élémentaires. Et c'est des petits gobelins. Voilà. Il en existe de toutes les sortes. C'est comme un évoli. Ah, pour faire simple, c'est comme un évoli. Vous le mettez dans les marais, ça devient un méphite de boue. Vous le mettez dans un volcan, ça devient un méphite de magma. Vous le mettez dans un lieu abandonné, ça devient un méphite de poussière. Oui, de poussière. Vous le mettez dans un truc de glace, ça devient un méphite de glace. Ça devient un méphite fumant. Vous le mettez dans un endroit d'eau, de chaleur, etc. Bref, un endroit de geyser, ça devient un méphite vaporeux. Tout simplement. Ensuite, place au Naga. Alors, non. Pas le Naga, le dieu qu'on peut connaître de notre monde. Non. Le Naga dont je vais vous parler. Oui, à chaque fois je prends les livres quand j'ai un petit trou de mémoire. Le Naga dont je vais vous parler, ce sont des gardiens. Il en existe de 3 sortes. Le bienveillant, le squelettique et le corrompu. Ce sont des gardiens. Ils sont bienveillants. Sauf le corrompu et le squelettique. Ok. Ce sont des gardiens. Ils sont là pour protéger un savoir ancestral, etc. Sauf que malheureusement, il y en a certains qui vont les corrompre ou alors et ce sont aussi des créatures immortelles de vieillesse. Ils peuvent être tués. Et quand ils sont tués, un nécromancien peut en réveiller un et du coup ça en fait un naga squelettique. Bref. Des excellents gardiens pour vos campagnes. Ensuite, les mérénolotes. Oh, les mérénolotes. Très intéressant et très important. Les mérénolotes, sans eux, il n'y a pas de commerce dans les plans inférieurs. Je vais y venir. Les mérénolotes, c'est l'équivalent de lui, là, j'ai oublié son nom. Le passeur dans la mythologie grecque. C'est l'équivalent. En fait, il navigue sur le Styx.
On peut monter si si on leur demande poliment. Faut jamais s'inviter de force sur l'un de leurs bateaux par contre. C'est un conseil que je vous donne. Et en fait, vous allez pouvoir du coup vous déplacer sur le Styx, donc en Averne, mais aussi de l'Arécon au Pandémonium. Voilà, donc tous les plans inférieurs littéralement. Donc le Styx, donc sans eux, dites-vous qu'il n'y a pas de commerce. Voilà, dans les plans inférieurs. Bon, faire du commerce dans les 9 enfers et en abysse, à mon sens, ça peut être un peu compliqué. Mais au Pandémonium, ou à l'Archéon, ou en Hadès, ça peut être un peu intéressant par contre. Donc voilà, ou même faire juste pour faire du tourisme. Ouais, c'est moins sûr quand même. Place au... La Tarasque. Alors, la Tarasque. La Tarasque. La Tarasque est unique encore une fois. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, c'est la créature d'annihilation du monde. Littéralement. La Tarasque, faut... Quelqu'un vous mentionne la Tarasque, il faut fuir. Le plus loin possible. C'est l'équivalent de Godzilla. Sauf que Godzilla, on sait qu'il existe, il est là. La Tarasque, c'est une légende. C'est comme la bombe nucléaire, on sait qu'elle existe, mais personne ne veut la voir ou l'entendre. Bah, la Tarasque, c'est pareil. Sauf que vous rajoutez à ça l'imprévisibilité d'un animal ou de Taz dans les Looney Tunes. Ouais, elle cherche pas à faire le mal ou quoi que ce soit, c'est juste une force destructrice de la nature, mais qui fait la taille de Godzilla et qui a la puissance d'une bombe nucléaire, mais l'imprévisibilité de Taz. Voilà. Voilà comment je pourrais le mieux décrire la Tarasque en fait. Donc si vous voulez la rajouter dans votre campagne, ben... faut vraiment être bien préparé. Et surtout être bien renseigné. J'ai vraiment pas envie de donner de conseils parce que c'est pas quelque chose qu'il faut faire à la légère. Intégrer la Tarasque, c'est pas quelque chose qu'il faut faire à la légère. Ensuite, nous aurons le basilic. Le basilic est un gentil reptile qui fait la taille d'un labrador. Oui, malheureusement, il fait la taille d'un labrador. Sauf que il a le pouvoir de méduse. Il peut pétrifier les gens d'un regard. Et c'est une bête. Encore une fois, c'est un animal, donc... Enfin, animal. Une monstruosité pour être précis. Mais... Ouais, donc... À fuir. Et surtout, du coup, vous pouvez bien ajouter un effet dramatique de... Si vous croisez des statues qui ont peur dans une grotte que vos aventuriers visitent, c'est signe annonciateur parce que personne va sculpter ça. Du coup, en fait, c'est quand même un animal qui a la résistance d'un crocodile et ça fait ressauter mais la taille d'un chien et son agilité et le pouvoir de méduse. Voilà, donc c'est pas n'importe quoi. Bien, plaçons aux Grug. Les Grug sont un petit peuple de grenouilles toutes mignonnes. Grenouilles guerrières, je dois préciser. Hostiles. Bref, ça peut... Du coup, ça peut vous remplacer les gobelins. Donc non aux gobelins, oui aux Grug. Ensuite, le Bodak. Le Bodak. Attention à utiliser avec parcimonie, encore une fois. Parce que le Bodak, c'est cette créature. Comment l'écrire? Orcus est un prince démon. Il a des fans. Il a des adorateurs. Il a sa secte. Un adorateur peut se transformer en Bodak avec l'autorisation de Orcus. Et du coup, il peut voir à travers ses yeux, etc. Sauf que regarder un Bodak dans les yeux, c'est traumatisant. Littéralement traumatisant. C'est vos plus grandes peurs prennent vie sous vos yeux instantanément. Et vous ne pouvez rien y faire. Et voilà, le Bodax peut one-shot un groupe d'aventuriers. Donc à utiliser avec parcimonie, mais si vous voulez une campagne qui vise à intégrer Orcus, ben le Bodax sera une bonne porte d'entrée comme un chef de groupe. Ensuite, nous aurons Moloch. Moloch est un ex archi-diable.
c'est mon petit chouchou d'ailleurs des archidiables. Parce qu'en fait, il a eu les yeux plus gros que le ventre et du coup, il s'est fait exiler dans des 9 enfers et du coup, maintenant sur Terre. Donc, c'est un PNJ que vous pouvez littéralement mettre et il recherche juste de la puissance et de se faire accepter de retourner dans les 9 enfers pour pouvoir accomplir une vengeance, tout simplement. Et si vous voulez tout son lore, voilà, c'est un peu long, mais je l'adore, j'adore vraiment son lore, sincèrement. Donc Moloch est vraiment intéressant, et c'est un bon PNJ. Pareil, à utiliser avec parcimonie, faut pas le mettre à tous les coins de rue. Et accessoirement, c'est aussi sa tête qui est représentée sur l'une des statues de donjons les plus connues de Donjons et Dragons. Les humanoïdes. Alors cette disposition d'écran va pas plaire, je pense. Voilà, ce sera mieux. Les humanoïdes. Il y en a de toutes sortes. Aux humains, aux races humaines, donc les elfes, les nains, les duergar, les drôs, même les gobelins, les goblinoïdes aussi, mais ce qui est aussi les humanoïdes animaux, donc les tabaxis, les aracocrales, les demi-dragons, les brutassiens, les gnolls sont particuliers, donc j'y viendrai après, etc. Ce sont tous des humanoïdes. Je mets en avant du coup donc, les elfes, donc, toutes les races jouables tout simplement, les loups-garous et autres garous, parce que il n'y a pas que les loups-garous qui existent dans Donjons et Dragons, il y a les ours, les sangliers, les rats, les corbeaux, les chacals, il y a tout. Il y a tout. Les tigres, bref. Vous voulez faire un garou, c'est bon. Prenez un animal, prenez un garou, c'est bon, ça fait un garou. Pareil pour les vampires. Tout ce qui est vampire, c'est des humanoïdes. Pas oublier, goblinoïdes, je l'ai dit. Les gnolls, ce sont des philéons, donc des démons. Mais ça reste des humanoïdes avant tout, c'est ça qui est particulier. C'est compliqué, c'est des hyènes humanoïdes, donc c'est compliqué. Intéressez-vous à leur lore, je vous le conseille. Toutes les créatures marines, donc les hommes poissons, les Koatoa aussi, les demi-dragons, etc. Il y a beaucoup d'humanoïdes, intéressez-vous au lore, mais tout est humanoïde. Ensuite, place. Alors, ça, je pense, si je vous le montre, vous le connaissez. C'est Tyrannoïde, vous ne connaissez peut-être pas tous ses cousins. Parce que, oui, ils ont une grande famille. Mais je vais pas vous parler d'eux parce que ce sera un peu trop simple. Je vais vous parler du lorgneur. Le lorgneur, c'est le bébé. Bon, c'est le petit. Il est pas plus grand qu'un ballon. Un peu plus grand quand même, si. Et surtout, ça peut être un familier. Donc, c'est très intéressant. Et très atypique, surtout d'avoir un lorgneur en tant que familier. Ensuite, je vais vous parler du chien esquiveur. Le chien esquiveur, c'est un chien qui peut se téléporter. Et il vit dans le plan de la féerie. Tout simplement. Mais il y en a certains qui se perdent sur le plan matériel, etc. Donc ça peut toujours être intéressant, avoir un animal rare comme ça, qui se balade, que des villageois veulent voir, etc. Ou quoi que ce soit. Ou même le sauver d'un zoo, ou de personnes qui veulent le capturer. Ensuite, je vais vous parler du démon Gorgon, le vrai démon Gorgon. Pas le démon Gorgon qu'on a dans Stranger Things. Ça, c'est le vrai démon Gorgon. Auto-proclamé prince des démons. Il est juste bestial. Il est bicéphale, il a 2 têtes. Voilà. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? Ensuite, place aux Driders. Les Driders sont des drows qui ont été maudits ou bénis à voir selon aussi la psychologie de cette personne, de votre PNJ du coup. Parce que le Drider ou peut avoir vécu ça comme une malédiction ou comme une bénédiction par leur déesse Lot. Imaginez donc, ce serait comme dans notre monde où Poséidon nous invoque et selon son bon plaisir, selon s'il est heureux, joyeux ou pas, il nous donne ou des pouvoirs ou il nous transforme en homme poisson. Voilà, et après on est à son service. Point barre. Et après il nous renvoie sur notre monde et on est comme ça à vie. Voilà. C'est dingue quand même de se dire que les dieux dans Donjons et Dragons ont un tel pouvoir et peuvent autant influencer. Place au roc. Le roc, c'est encore une fois un animal, c'est un oiseau.
Sauf que c'est un oiseau qui fait 60 mètres d'envergure. Donc il fait la même taille que l'aérosaure. En termes d'envergure, je parle peut-être pas en termes de hauteur. L'aérosaure au tout début. Donc, pour vous dire, c'est... Vous observez le ciel à l'horizon. D'un seul coup, vous voyez passer. Sauf que dans ces serres, il y a une baleine en fait. Littéralement, c'est vraiment... Il peut transporter une baleine. Donc c'est un très bon élément pour un combat marin, d'éléments inconnus qui arrivent, de le rock agrippe un bateau ennemi ou quoi que ce soit, ou de world building, ou juste de mise en contexte, ou même ou d'aventure, d'aller dans le nid d'un rock ou quoi que ce soit, ça peut être très intéressant. Et pour finir, je crois, non. Ensuite, nous allons parler d'un artificiel, le prédateur d'acier. Le prédateur d'acier, c'est ça. Alors, pour vous la faire simple, si vous en avez un, si vous en mettez un dans votre aventure, vos aventuriers ont intérêt d'être capables de le battre. Ou alors d'être pas loin du niveau pour le battre. Parce que, dites-vous, il a l'instinct d'un tigre, il a la capacité de repérage d'un tigre dans un environnement, dans les 1 km autour de la zone, parce que c'est Terminator. Il sait où vous êtes, il sait où vous trouvez, à 1 km près, donc c'est pour ça que c'est un tigre aussi, parce qu'il a l'agilité d'un tigre, etc. Sauf que changer de plan ne servait à rien, parce que lui aussi peut s'y téléporter. Voilà, donc ça mélange entre, entre tout ça. Voilà. Donc le prédateur d'acier, faut faire attention. Mettez-le dans vos campagnes si vous voulez mettre un bon coup de pression, mais faites en sorte que ce soit pas un coup de pression permanent, parce que peu importe ce qu'ils feront, ils l'auront toujours au cul. Et sauf s'ils sont tout le temps en cavale ou tout le temps en déplacement, faites gaffe. Ensuite, nous allons parler. Enfin, on va terminer cette vidéo avec un dieu. Littéralement un dieu. Et ça n'a rien à voir avec Stranger Things. Vecna. Le vrai Vecna. Vecna, à l'origine, c'était cette personne-là. Mais en fait, à force de vouloir plus, c'est devenu une liche. Que vous voyez là. Sauf que du coup, c'est devenu le roi immortel Vecna, etc. Et à force de tant de manipulation, il est devenu un dieu. À force de beaucoup de choses, il est devenu un dieu, littéralement. Et maintenant, son seul objectif, c'est d'être le dieu le plus puissant de tout le multivers. Voilà. Voilà Vecna. Donc c'est pas l'entité chelou qu'il y a dans Stranger Things. Vecna est un dieu de l'antivie, de tout ce que vous voulez. C'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi. Et c'est pas à prendre à la légère. Il a une magie temporelle qui peut se déplacer dans le temps. Donc quand il apparaît aux joueurs, il apparaît sous sa forme d'archi-liche. Donc pas de dieu, donc jamais personne ne pourra le tuer ou quoi que ce soit. Voilà. J'espère que ce petit tour vous aura plu. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.